Monsieur Aboubacar Silla, bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement guinéen décide de financer les élections à venir, notamment les communales et la présidentielle de 2015, plus de 500 milliards de francs guinéens. Mais l'opposition y voit une arrière-pensée. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous sommes au sortir de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Nous avons constaté que le budget de l'État est en déficit de plus de 4 000 milliards de francs guinéens. Nous ne pouvons pas comprendre que dans une situation comme celle-ci, alors que notre pays est confronté à la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, qui saigne complètement ses ressources, nous ne pouvons pas comprendre que dans la même période, le gouvernement, sous un nationalisme totalement bizarre, décide tout simplement d'organiser, de financer l'organisation de ces élections, qui au plus bas mot vont lui coûter 500 milliards de francs guinéens. Nous ne comprenons pas ce nationalisme à géométrie variable, puisque l'année dernière, lors des élections législatives, ce même gouvernement a accepté le financement de la communauté internationale. Nous ne comprenons pas que le président de la République, pendant une période où il est en train de demander l'aide de la communauté internationale, où il est en train de la supplier dans des discours misérabilistes pour demander à la communauté internationale d'assister la Guinée pour acheter des ambulances, pour construire des petits centres de santé et des centres de transit dans la lutte contre Ebola, que dans le même temps, ils disent que la Guinée, par souveraineté, doit financer 500 milliards de ces francs guinéens pour des élections communales pour lesquelles la communauté internationale a disposé, a assuré la mise à disposition des fonds nécessaires. Donc nous disons que tout ceci s'est fait tout simplement pour éviter que la communauté internationale, du fait de son financement, ne s'implique dans le processus électoral, ne soit ainsi témoin de sa transparence et ne puisse ainsi donc témoigner finalement de la fraude que le président de la République et son parti préparent pour les prochains scrutins. C'est la seule explication que nous pouvons trouver à cela. Et d'autant que l'année dernière, l'implication de la communauté internationale, tant au niveau de la CENI qu'au niveau de l'observation électorale des élections, a permis de limiter les dégâts, de réduire considérablement la fraude, et c'est ce qui a permis à l'opposition de mettre en ballottage le pouvoir aux élections législatives. Au jour d'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, l'opposition dispose de 49 députés et l'RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, de 53 députés seulement. Et l'RPG, lui seul, n'a même pas la majorité simple. Il a été obligé d'aller à la pêche des députés de certains petits partis politiques pour disposer d'une courte majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, ce pouvoir, ne veut pas la réédition de cette situation lors de l'élection présidentielle. Et c'est pour cette raison qu'on dénie à la communauté internationale le droit de participer au financement de nos élections. Alors, M. Silla, est-ce que vous pensez que le fait que les élections là soient financées par l'État guinéen veut dire que la communauté nationale et internationale n'aura pas de droit de regard sur ce qui va se passer? Elle n'aura pas le même droit de regard que si elle finance. L'année dernière, nous avons vu que le financement de la communauté internationale lui a donné la possibilité d'envoyer des experts au sein même de la CENI, des experts qui ont participé à la gestion du fichier électoral, qui ont participé à toutes les opérations qui étaient liées à la mise à jour de ce fichier. Nous avons aussi une importante mission qui est venue de l'Union européenne, une mission d'observation électorale, ce qui n'est pas courant pour des élections législatives. Mais compte tenu de l'importance du financement qui a été assuré par cette institution, une mission s'est rendue en Guinée. Elle a eu les portes évidemment largement ouvertes et son implication a permis d'éviter beaucoup de fraudes. On se souvient encore de sa participation au dépouillement et à la centralisation des résultats pour les communes de Kaloum et de Matoto. Et sans l'implication des observateurs de l'Union européenne, certainement que là aussi, il y aurait une fraude qui se serait manifestée et qui aurait empêché l'opposition de ravir à la mouvance présidentielle ces circonscriptions, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc nous sommes convaincus qu'en l'absence de financement, les missions vont être certainement réduites comme peau de chagrin, et tout ceci va ouvrir grandement la porte à la fraude qui se prépare. Alors la Commission électorale nationale indépendante dit qu'elle n'organisera pas d'élections cumulées en 2015, notamment la présidentielle et les communales, mais elle dit en même temps que tout dépend de vous les politiciens. Est-ce que l'opposition est favorable à des élections cumulées? Pas du tout. Nous avons toujours dit qu'il n'était pas question pour nous d'aller à des élections présidentielles avec des maires nommés par l'exécutif, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des présidents de quartier qui sont nommés, avec des présidents de CRD qui sont nommés. Nous connaissons le rôle que ces personnes jouent, que ces autorités jouent au niveau de la sensibilisation, de l'intimidation des électeurs, au niveau de la centralisation des résultats, des transports des urnes, bref, au niveau de la fraude
que le pouvoir organise généralement autour de ce type de scrutin. Donc nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous qu'il y ait des élections cumulées. Cela équivaudrait à aller à la présidentielle avec ces personnes en position de responsabilité. Nous avons dit qu'il faut que les élections communales aient lieu avant. Ces élections devaient déjà avoir lieu depuis 2011. Il est grand temps qu'elles aient lieu maintenant. Car la Guinée vit une situation singulière où des représentants des collectivités ne sont pas élus par elle, mais nommés par l'exécutif. C'est du jamais vu. C'est comme si vous dites à un maire, vous dites en France qu'un maire, au lieu d'être élu, il est nommé par le président de la République. Je crois que c'est une absurdité institutionnelle qu'il faut que nous corrigeons au plus vite. Alors le statut de l'opposition est désormais défini. Cellou Dalein Diallo est le chef de file de l'opposition. Vous n'êtes pas de l'UFDG, certes, mais que vous inspire l'opportunité de cet acte? Là aussi, c'est un petit calcul politicien du président, comme il sait le faire. Sinon, le statut de l'opposition existait déjà depuis 2007. Ce statut a été adopté par l'ancienne législature, au temps du journal Lansana Conté, avant même l'élection présidentielle qui a amené au pouvoir le professeur Alpha Condé. Si c'était un président bien intentionné vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis du processus démocratique, il aurait tout simplement, depuis 4 ans, mis en vigueur, promulgué ce texte et œuvré à sa mise en vigueur. Mais il a profité de la présence en Guinée de M. François Hollande pour faire ce geste soi-disant magnanime, en proposant un chef de file de l'opposition qui aurait un statut qui serait formalisé par une loi. Tout ceci ne change absolument pas grand-chose pour nous. Dans tous les cas, le chef de file de l'opposition, il était connu, il était déjà appelé chef de file de l'opposition, puisque c'est lui qui dispose du plus grand nombre de sièges, du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Cela allait de soi. Maintenant, on a décidé de mettre en vigueur l'ancien texte et en ce qui concerne le statut de l'opposition. Cela veut dire que l'opposition a désormais des droits qui sont officiellement reconnus, qui sont soulignés davantage parce que ces droits existaient de toute façon dans la Constitution et dans la charte des partis politiques. Bon, ceci est aujourd'hui plus évident, on dit tant mieux. Cela veut dire que l'opposition sera consultée à travers son chef de file avant la prise de décision importante pour l'avenir du pays. On espère seulement que tout ceci ne va pas connaître le sort des lois antérieures qu'on range dans les tiroirs aussitôt qu'elles sont adoptées ou promulguées. Nous espérons que tout ceci va être reflété dans le comportement du président de la République et de son gouvernement et que l'opposition va bénéficier enfin en Guinée des statuts qui est le sien dans tout pays qui se veut démocratique. Le 7 janvier prochain sera le premier test. Nous verrons si cette manifestation à laquelle nous avons appelé les Guinéens, cette manifestation se déroule avec... Votre meeting, il est toujours en vigueur? Il est toujours maintenu. Nous verrons si le 7 janvier, nos manifestants seront simplement encadrés et non frappés et dispersés. À ce moment, nous comprendrons si effectivement ce statut de l'opposition compte pour ce gouvernement ou alors si c'est juste un faire-valoir pour donner de la Guinée l'image d'un pays démocratique. Alors, dernière question, M. Sylla, ne pensez-vous pas que c'est une stratégie pour diviser davantage l'opposition et éviter toute possibilité de candidature unique en 2015? Oui, je vous l'accorde, cela a été dit et je crois qu'il y a aussi, comme je disais tantôt, dans tous les actes que pose le professeur Alpha Condé, il y a toujours des arrière-passés politiciennes et électoralistes et c'est le cas pour ce qui concerne cette initiative entre guillemets qu'il a eu à prendre devant le président François Hollande. L'intention, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait une guerre, une rivalité qui s'ouvre entre les principaux leaders de l'opposition, entre M. Cellou Dalein Diallo et M. Sidya Touré, mais aussi d'autre part aussi en ce qui concerne le porte-parole de l'opposition, puisqu'on écrit explicitement dans ce document, dans le statut de l'opposition, que le porte-parole attitré de l'opposition, c'est le chef de file, alors qu'il y a un porte-parole que je suis, désigné unanimement par toute l'opposition. Tout ceci, c'est pour essayer un peu de créer la confusion, mais l'opposition guinéenne est suffisamment républicaine, suffisamment mûre, dirigée par des personnalités qui ont occupé de hautes fonctions dans l'appareil d'État et qui ont donc le sens de la politique et le sens de l'histoire du pays pour tomber dans ces pièges. Alors, M. Sylla, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.